Bienvenue sur la chaîne Duodécime, troisième épisode du podcast consacré aux astéroïdes en astrologie et plus particulièrement aux astéroïdes des 4 déesses. Euh, Nous allons parler aujourd'hui de Pallas, Pallas Athénée pour le nom complet. Alors, quand on parle de Pallas Athénée, on parle d'un astéroïde qui a été découvert juste après Cérès en 1802 dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et cette divinité qui a été choisie pour honorer le nom de cet astéroïde, et qui va donner donc toute une symbolique, a une origine, on va dire, assez complexe, éparse. Il y a différents mythes qui se rapprochent ou se rattachent à la naissance de Pallas Athénée. Du plus vieux qu'on puisse se référer, au plus vieux textes ou fragments auxquels on peut se référer. Il s'agit notamment d'une déesse libyenne. Alors la Libye faisait partie de ce grand royaume grec. Et petit à petit, ce culte a été transmis, transposé en Crète. Et puis ensuite, il est passé en Thrace, et etc. etc. Cette déesse était une déesse triple en fait, hein, qui avait pour symbole ou pour comme représentation le serpent. Alors Pallas Athénée, on lui donne plusieurs origines, plusieurs naissances. Une d'entre elles parle de cette mise en garde que Gaïa et Ouranos avaient fait à Zeus en lui disant attention, Métis aura une enfant et cet enfant te détrônera. Donc Zeus, ne souhaitant pas que cela arrive, ingère Métis qui était enceinte d'Athéna. Et puis il va être pris de violents maux de tête et il va demander à Héphaïstos de venir lui ouvrir le crâne avec une hache. Et Athéna va sortir avec sa lance et son bouclier de son crâne. Une autre, un autre texte nous rapporte que Athéna et Pallas jouaient ensemble et lors d'un combat d'entraînement pour le jeu, Athéna va blesser mortellement Pallas. Et pour honorer la mémoire de cette dernière qui était son amie, elle va décider que désormais le nom de Pallas serait toujours positionné avant le sien. D'où le nom de Pallas Athéna, Pallas Athénée. Dans la représentation que l'on se fait de Pallas, on va dire que Pallas est cette capacité à avoir une vision d'ensemble, c'est la capacité à comprendre la structure de toute chose créée. En mythologie, c'est la déesse et la patronne symbolique des tisserands, c'est-à-dire ceux qui détiennent le secret de la trame au sens de la Maya, et c'est aussi la déesse des artisans, ceux qui ont le savoir-faire par transmission. Euh, Après Cérès, c'est celle qui a aussi en charge le maintien de la civilisation. Elle est maîtresse de la sagesse, garante des institutions qui font avancer l'humanité dans son entièreté. En réalité, on va la proclamer gardienne des cités et de l'État. Cérès s'assure de l'éducation qui passe des êtres humains à d'autres êtres humains pour que l'humanité continue de s'élever et Pallas, elle, structure, maintient l'ordre de façon à ce que les institutions fassent leur œuvre. Elle va donc symboliser très vite une certaine adresse, dextérité dans la conduite des affaires politiques, dans la connaissance des arcanes cachés de chaque art, hein, y compris l'art de guérir notamment. Et ça, c'est en lien avec d'autres mythes, notamment celui qui la rapproche de Méduse, ou avec le sang des serpents de la tête de Méduse, qu'on retrouve sur son bouclier d'ailleurs, elle peut redonner vie, guérir. L'intelligence créative est l'expression qu'on va adosser au mot Pallas. Alors derrière l'intelligence créative, il faut comprendre en fait le dépassement de l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est-à-dire l'axe du sens. Au-delà de l'axe du sens, une fois qu'on a perçu, rassemblé des idées, créé des concepts, on peut innover au-delà de ces concepts, en reprenant des choses qui ont déjà été découvertes, mais en leur insufflant une nouvelle façon d'être utilisées. Euh, En général, on va utiliser Pallas, par exemple,
pour indiquer le type d'intelligence qui est capable de pousser l'individu au-delà de la synthèse psychologique, psychique qu'il peut faire, intellectuelle, de la dialectique Jupiter-Mercure, c'est-à-dire de l'axe Gémeaux-Sagittaire. On va attribuer à Pallas ce côté Verseau de la fulgurance réinterprétative de certains concepts, une réactualisation, une façon novatrice d'utiliser une idée préexistante. C'est le jaillissement créatif et unique des qualités uraniennes qu'on retrouve dans le Verseau. Alors, ceux qui ont beaucoup travaillé à ça, c'est Demetra George et Douglas Bloch, qui ont vu une espèce de lien en fait entre trois signes, le lion, la balance et le Verseau. Le lion, qui symbolise l'impulsion créative, est stabilisé par le rapport en fait en trigone qu'ont la balance et le Verseau. Et dans le même temps, le Verseau lui-même est en opposition avec le lion, c'est-à-dire qu'il y a une forme de tension entre ces deux signes d'air, balance et Verseau, de cohésion qui va générer une tension vers le lion pour insuffler aux natifs une qualité créative hors du commun. Le sextile qu'on peut rapprocher aussi entre le lion et la balance parachève en fait cette combinaison. Donc avec l'opposition lion-verseau, le sextile lion-balance et le trigone verseau-balance, on focalise comme une affirmation très personnelle les énergies créatives, mais dans le but de faire fructifier le bien collectif, cette notion du Verseau. Alors, Pallas Athénée va nous renseigner, quand on regarde un thème, également sur le génie propre de chaque individu. Alors quand on parle de génie, c'est pas tellement le daimon, mais c'est plutôt le talent le plus distingué, celui qu'on a le plus aiguisé en soi. On rattache ça notamment au mythe de... Enfin, c'est une allusion au mythe de Tirésias, en fait, le devin rendu aveugle après avoir observé Athéna se baignant nue. Voilà, donc ça, c'est issu aussi des travaux, notamment de Douglas Bloch, et on va aussi utiliser cette symbolique derrière Pallas Athénée. Enfin, pour être complet par rapport à l'attribution des signes, Pallas Athénée est relié aussi à l'axe Bélier-Balance. Pallas Athénée va représenter l'action raisonnée. En tant que déesse de la sagesse, elle incarne la prudence. Elle est l'opposé de la fougue, souvent irréfléchie, du dieu Arès, de Mars. De ce fait, donc, certains astrologues, par la suite des travaux de Bloch et George, vont porter un intérêt particulier en fait, entre la dialectique Pallas et Mars, qui, donc les aspects qu'ils font entre eux, et celle de l'affirmation d'identité liée à l'axe Bélier-Balance. Finalement, c'est toujours la notion de recul, de prise de distance, on pourrait dire de réflexion méta, que Pallas Athénée va apporter, de même qu'elle représente cette réflexion, cette action raisonnée face à Mars et sa fougue et sa primarité d'action. Elle aura le même rapport avec Vénus, c'est-à-dire qu'elle sera la polarité inverse de la passion, elle sera ce rapport pragmatique à l'attachement. On retrouve là aussi des connotations qui sont souvent attribuées au signe du Verseau. Pallas Athénée est rattaché donc à différentes significations. Au départ, dans le travail des astrologues, et notamment des astrologues américains, on va la rattacher notamment à la notion des arts, justement, puisqu'elle est patronne des tisserands et des artisans. Donc elle va aussi symboliser cette capacité qu'ont les êtres humains à utiliser leur créativité pour la sublimer, pour mettre le génie en forme. Ça va être le rôle artistique de Pallas. Ce sont toutes les capacités artistiques de l'individu. C'est également la capacité de soin. Alors,
Démétra George, elle parle d'un autre astéroïde qu'on appelle IGA. Je ne vais pas rentrer dedans, mais dans cette considération-là, mais on va dire que on utilise aussi Pallas pour trouver certains talents de guérisseur chez l'individu. Et puis, une autre acception qui est particulièrement utilisée, c'est celle de la capacité à jouer un rôle politique d'engagement, hein, au service d'une protection, d'une cause. C'est une déesse guerrière, hein. Pallas Athénée, elle a le bouclier et la lance, elle protège, elle sait défendre ce qui doit être défendu par la force. C'est-à-dire que lorsque les mots ne suffisent plus, elle est capable d'user de la violence à des fins raisonnées, mais de protection. D'une façon un peu similaire de celle dont je vous ai parlé de l'approche de Cérès, elle va aussi symboliser cette volonté de dépasser les notions de patriarcat, le refus en fait de la position féminine telle qu'elle était dans la société grecque antique, c'est-à-dire une position où finalement on n'avait aucune responsabilité dans la cité. Elle va être cet emblème de la femme qui veut prendre une responsabilité à l'égal de l'homme. Je reviendrai d'ailleurs plus loin sur cette on va dire cette partie de Pallas, cette partie d'interprétation de Pallas. Pallas est donc un travail aussi, un symbole du travail profond que l'on peut faire sur l'âme plus que sur l'ego animal. C'est une libération face à l'esclavage, l'aliénation des rôles sociaux prédéfinis. Alors il est beaucoup utilisé dans les causes féministes, hein, pour se détacher des rôles de la femme traditionnelle, archétypique, mais c'est aussi, on va dire, la capacité de dépasser finalement les tâches qui nous seraient attribuées normalement. Là où elle est située dans le thème, Pallas va nous parler de notre capacité à nous dépasser, à produire quelque chose de propre à nous-mêmes. C'est là cette part de génie, c'est-à-dire c'est là où on peut porter à son maxima certaines compétences. Et puis dans une autre logique, et pour être complet hein, sur ce tour d'horizon de Pallas, Pallas représente aussi les enseignements occultes. Ça c'est plus tout ce qui est en lien avec les mythes, ou le mythe autour de la Gorgone et du serpent. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, il y a des cultes à mystère hein, qui sont dédiés à cette déesse-là et aux enseignements prophétiques qu'elle pouvait transmettre. Pour synthétiser, Pallas, en gros, psychologiquement dans le thème, c'est notre intelligence, c'est notre sens artistique, c'est notre capacité de guérison, c'est notre implication politique, notre côté activiste, c'est le courage dont on peut faire preuve, c'est la force, nos valeurs, hein, le bouclier et la lance de Pallas, et puis c'est le sens de la justice sociale, ça c'est son aspect qui va la rapprocher du signe de la balance. On peut aussi l'utiliser dans certains thèmes, notamment en astropsychologie, pour regarder les phénomènes plus récents de difficulté d'identification à un sexe. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'androgynie avec Pallas. Le fait de se suridentifier à un genre, c'est quelque chose qui est combattu par l'idée même de la déesse Pallas Athénée. Enfin, donc toute la dimension occulte, hein, comme je vous le disais, la magie, la on va dire la visualisation créatrice, les dons de prophétie, tout ça c'est rattaché aussi à Pallas, et notamment quand Pallas est en maison 12. Alors dans ce podcast, et qui évidemment prépare le prochain live où je parlerai de Pallas dans vos thèmes, donc, tout comme nous l'avons fait pour Cérès, nous continuerons cette série de podcasts avec un live où je vous demanderai, si vous le souhaitez, de parler de votre Pallas dans votre thème, en position, en signe et en maison. Je vais vous évoquer les principales caractéristiques de Pallas en signe au travers de ce podcast.
Alors, on va commencer bien sûr en suivant l'ordre zodiacal classique, hein, du bélier jusqu'au poisson. Tout d'abord, pour prendre un mot qui va être un mot synthèse, de même que je vous avais parlé du mot nurturing, nourricier, la nourriture sous toutes ses acceptions pour Cérès, ici on va parler de vision, de capacité de représentation des choses, finalement de la perception que l'on peut avoir de tel ou tel domaine, et là où on peut dépasser justement cette perception. Alors Pallas d'abord en bélier, c'est cette capacité à voir comment il faut mettre en action, voir immédiatement comment il faut mettre en œuvre. Voilà un terme clé, mettre en œuvre, plus que mettre en action d'ailleurs, les choses pour atteindre un objectif. On est avec un Pallas en bélier, en connexion avec ses énergies vitales, mais l'énergie vitale, si on pousse la logique tout simplement de la définition, c'est cette capacité qu'a la vie à toujours se frayer un chemin. Donc, à un concept, à une idée, de se manifester, de se porter à la vue de tous. Donc avec une forte présence de Pallas en bélier, on est capable, notamment avec des conjonctions avec le soleil, on est capable instinctivement de voir tout de suite comment mettre en pratique, mettre en action de façon raisonnée, toujours cette notion de sagesse, les bons gestes, la bonne manière, le savoir-faire pour donner vie à quelque chose. Il y a une notion de précision avec cette précision du geste, le geste étant lié au bélier, la précision à Pallas. Dans le taureau, c'est plutôt notre capacité à utiliser nos sens. Hein, vous savez que le taureau est très lié à ses 5 sens. Et donc on a une capacité accrue à utiliser nos 5 sens, notamment pour, je dirais, percevoir le monde à nul autre pareil. Que ce soit auditivement, olfactivement, notre interprétation du beau, la vision qu'on a artistique du beau, tout ça va nous donner une forme, on va dire, très efficace, cette forme de pratique de l'art, dans son sens le plus général. On a ces sens aiguisés, hein, un peu comme quelqu'un qui naîtrait avec l'oreille absolue pour la musique, par exemple. Mais on a aussi cette capacité, on peut trouver des talents nés, des gens qui ont cette capacité, comme par exemple l'art brut, ces gens qui savent d'un seul coup mettre en forme, en dessin ou en forme dans la sculpture, toutes sortes de choses sans avoir réellement pris de cours ou de suivi d'instruction. Pallas va, en taureau, souvent parler de cela. Puis on a la dimension politique de Pallas. Alors, dans le taureau, on la rattache, et je le précise pour ce signe, elle n'est pas toujours mise en avant, cette dimension politique, mais dans le signe du taureau, souvent ça nous parle des gens qui sont conservateurs, attachés à une forme de limitation du territoire, les frontières. Vous voyez, on défend son territoire, on défend les frontières. Pallas en Gémeaux va nous parler de cet art de manipuler le langage, de voir au travers des mots pour aller utiliser ces derniers pour déclencher des réactions parfois inconscientes chez celui qui est notre interlocuteur. On la rattache notamment à la découverte de la neurolinguistique, et notamment de la PNL. On est dans une esthétique du mot et dans la force de la poésie, avec Pallas en Gémeaux. La force, hein, c'est évidemment ce lien toujours guerrier de Pallas. On est un débatteur, un orateur, souvent hors pair, quand Pallas est bien aspecté en Gémeaux. On a cette capacité à soutenir par le verbe, à être un bon rhéteur, ses idées politiques, ses points de vue. On est un guerrier du mot. Et
on peut dire que la sagesse, puisqu'elle est déesse de la sagesse, Pallas en Gémeaux, c'est aussi cette capacité à aller rassembler euh, des paradoxes apparents pour trouver un point de concordance en ceci. Ce sont souvent des personnes qui vont trouver de nouvelles façons de dépasser euh, des concepts préexistants. Ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure avec cette énergie entre la balance, le verso et le lion. D'ailleurs, Demetra George et Douglas Bloch nous parlent notamment de Mark Edmund Jones, dont je vous ai déjà parlé, qui va avoir une vision toute particulière de l'astrologie et qui va être pionnier lui aussi, notamment dans sa refonte des degrés avec les degrés sabiens, et qui avait un palace en Gémeaux en maison 7. Palace en Cancer, cette fois-ci, on est plutôt dans la capacité d'utiliser les émotions pour percevoir les sentiments profonds des gens. Alors le mot feelings ne peut pas être traduit que par sentiment. Encore une fois, on a beaucoup de textes en anglais, c'est-à-dire que on ressent avec intensité ce qui est derrière chaque petite variation émotive. On peut être dans cette espèce de création d'une ambiance apaisante. Vous voyez, c'est la combinaison de Pallas et de son côté guérisseuse et de l'énergie nourricière protectrice du cancer. On aime mettre à l'aise les gens, on est un hôte de qualité. On sait être dans cette facilité de recevoir, de prendre soin, d'accueillir. Pallas en Cancer va appuyer évidemment sur l'empathie, hein, comme elle va d'ailleurs l'appuyer dans quasiment tous les signes d'eau. Pallas en Lion, cette fois-ci, on est plus dans la représentation et dans la perception, et notamment dans la création qui va en découler. Hein. C'est même assez fort quand on a une conjonction Soleil-Pallas en Lion. On peut avoir un thème où on est qui met en avant un talent ou un génie créatif très très fort. Alors cette fois-ci, ça peut toucher la représentation visuelle, tout comme l'art de la mise en scène, hein, de la théâtralité. On parle beaucoup quand même de cette capacité en fait à utiliser la théâtralité dans son comportement pour transcender des émotions, des choses qui nous habitent, pour faire passer un message. Il y a beaucoup de charisme avec un Pallas en Lion, et souvent d'ailleurs ce sont des personnes qui vont vraiment mettre au centre de leur vie, comme s'ils étaient l'acteur principal d'une tragédie, hein, le personnage principal d'une tragédie. Ils vont mettre en scène toute leur existence comme ça. Évidemment, ça va dépendre aussi des aspects, mais quand Pallas est très valorisé, surtout avec la conjonction au soleil, c'est ce qu'on va retrouver en premier lieu. Hein. On est capable d'inventer aussi des formes d'expression artistique, alors plutôt du type théâtre, mouvement corporel, etc. Tout ce qui va être dans la démonstration en live des choses, on est capable d'apporter comme ça du neuf à l'intérieur de ça. Pallas en Vierge va mettre l'accent sur cette capacité analytique extrêmement pointue. On voit et on détecte l'essence de toute chose, comme si on avait la capacité à comprendre la structure, c'est-à-dire ce qui organise toute chose visible et toute chose préhensible dans notre monde incarné. On ne fait plus attention au superflu. On ne s'intéresse pas aux choses qui sont là pour l'ornement. On va directement à l'essentiel. Alors ça peut, dans des thèmes où on va retrouver un Pallas en 6, en Vierge, être dans des gens qui sont extrêmement efficaces pour guérir, pour soigner, pour nourrir, pour travailler justement le fait d'avoir une hygiène de vie dépouillée de tout, de toute chose qui viendrait en surplus, en trop.
dans le combat, je dirais dans la sphère politique de l'être au sein de la cité, comme on dit, ce sont souvent des combats acharnés, hein, où on est presque intraitable sur ce qu'on érige en doctrine. On voit chaque chose qu'on défend comme étant l'aboutissement le plus parfait de notre pensée, donc on n'aime pas que ce soit remis en question. Il y a un lien là très particulier entre Pallas et Mercure qui donne comme ça cette capacité à défendre coûte que coûte tout ce qu'on fait, et on va avoir beaucoup de difficultés à prendre en compte la vie de l'autre, non pas parce qu'on est obtus, mais simplement parce qu'on s'est attaché à rendre notre modèle de réflexion le plus parfait possible. Pallas, dans le signe de la balance, lui, nous parle de cette recherche de réconcilier ce qui n'est apparemment pas réconciliable. C'est presque une utopie en fait, hein. Souvent, on cherche à mettre de la cohésion dans chaque chose, et pour ça, on va trouver une forme de discours politique, donc de discours on va essayer de donner comme ça des règles de vie, on va ériger des principes, mais qui ont pour but d'instaurer de l'équité, de ramener l'harmonie entre les personnes. C'est un sens assez aigu de ce qui est juste, de ce qui sonne ou de ce qui se voit comme étant parfaitement équilibré. Avec Pallas, par exemple, en balance, si vous êtes dans les arts graphiques, vous avez l'œil immédiat qui détecte les compositions qui ne tiennent pas, comme on dit. Tout sens du déséquilibre est immédiatement perçu. Le sens de la fausse note est immédiatement perçu. Les gens qui dénotent dans un groupe sont immédiatement identifiés, et on va travailler à essayer de les ramener dans la cohésion. On défend la justice, on cherche en fait en permanence à mettre de la diplomatie au sein des rapports humains. Pallas en Scorpion, pour le coup, c'est presque une capacité à aller percer tout de suite derrière les apparences. La surface n'est pas une limite en soi, on comprend immédiatement ce qui sous-tend toute posture intellectuelle ou toute représentation d'un individu dans le groupe. On comprend quelles sont ses motivations profondes. On arrive à aller au cœur du sujet, de la difficulté. On peut devenir un très bon thérapeute, hein, notamment dans tout ce qui concerne l'inconscient, avec un Pallas en 8 en Scorpion ou un Pallas en 12 en Scorpion. On peut travailler sur l'hypnose, sur les vies antérieures. On peut avoir aussi cette capacité à montrer au travers des symboles le sens caché des choses, comme l'interprétation des rêves derrière. Et puis sur le plan plus guerrier de Pallas, hein, souvent c'est l'absence de peur. Pallas, bien qu'il soit raisonné, comme je vous disais, là se trouve dans un signe martien. Il va s'allier à Mars, dans ce cas particulier, pour non pas s'opposer par la raison, mais pour trouver la stratégie parfaite pour vaincre systématiquement. Ça fait de redoutables combattants. On est capable même d'avoir des talents, par exemple avec un Pallas aussi en maison 12 en Scorpion, ou un Pallas en 10 en Scorpion, on peut être un stratège. Ça c'est plutôt côté maison 10, avec une grande acuité stratégique. Et en maison 12, on peut être aussi très doué pour l'espionnage, par exemple. Pallas en Sagittaire, on est beaucoup plus dans l'édification des concepts. C'est-à-dire qu'on a une vision très large des choses, et on va les rassembler pour créer des concepts. On fait ce qu'on appelle la grande photo d'ensemble. On fait une image d'ensemble. On prend de la hauteur sur les choses. C'est vraiment la pensée méta, comme je vous disais tout à l'heure, mais cette fois-ci plus. On a cette vision presque... oui, c'est une vision macroscopique des choses, en fait. Ce qu'on cherche, en fait, c'est les principes universels de chaque chose. On veut comprendre ce qui sous-tend chaque
logique du monde du sens dans l'existence. Donc on va prendre ces grandes photos d'ensemble du monde pour essayer d'en dégager les grandes lignes, les grands concepts. Euh, Bien sûr, on a le côté défendeur de la vérité, défendeur de combattants pour l'idéologie, hein, qui sont propres à Pallas, dans le Sagittaire, parce que bah, évidemment ça va mettre l'emphase sur ce point particulier du thème. Euh, les valeurs, les principes que le Sagittaire défend, bec et ongle, vont être non discutables. On va être oui, un fervent défenseur en fait de principes qu'on considère être des principes universels. Pallas en Capricorne, plus encore que les concepts sous-jacents de toute chose en Sagittaire, va nous parler de la perception des structures et notamment de la façon dont se fondent les choses, c'est-à-dire des fondations. Quelle est la grande ossature du tout et comment guérir ça. Alors, l'exemple typique, c'est les chiropracteurs, les ostéopathes, hein, ceux qui guérissent le squelette. Euh, mais c'est aussi ceux qui sont capables de précisément représenter avec des formules en mathématiques ou par l'architecture euh, quelque chose de très pur, solide, stable et pur. Voilà, ce sont des constructions, notamment en architecture, qui vont mettre les lignes de force en exergue. C'est ce qu'on va voir, c'est comme les grands ponts, vous voyez, des ponts assez comme le viaduc de Millau par exemple. Et puis on parle beaucoup des sculpteurs d'une façon générale. Il est donné beaucoup en exemple, hein, avec Pallas en Capricorne, celui d'Auguste Rodin. Pallas en Verseau, cette fois-ci, c'est évidemment la préscience, la perception du futur proche, toutes les possibilités que cela recouvre. On travaille avec la moindre innovation qui apparaît. On sait exactement comment dépasser l'existant pour amener à une innovation. On parle parfois de Pallas en Verseau comme étant l'apanage des génies, hein, des créateurs, mais c'est aussi ceux qui sont capables d'aller voir plus loin, c'est-à-dire ils vont l'utiliser aussi même dans un sens politique, ils vont dépasser les clivages, ils vont essayer de s'affranchir, trouver en fait, créer une nouvelle voie, un nouveau chemin d'expression comme personne n'en a jamais fait. Alors on cite aussi là en référence Abraham Lincoln ou Martin Luther King par exemple. C'est Pallas en Verseau, c'est vraiment cette capacité à tracer une route comme personne n'en a jamais tracé avant nous. Pallas en Poisson, enfin pour terminer, c'est une perception complètement différente des 11 autres signes, qui est propre d'ailleurs à l'énergie du poisson, hein, qui est une synthèse du zodiaque. On a une force psychique de guérison intense. On peut être un guérisseur, on peut être capable d'avoir, par la parole, par le mot, mais aussi par l'imposition des mains, par les fluides, par les énergies, cette force de guérison. Parfois le simple contact, avec la simple présence des gens qui ont Pallas en Poisson, aide à guérir, à apaiser une atmosphère. C'est aussi cette capacité à affranchir toute limite. Pallas en Poisson, on voit au-delà de tout ce qui peut s'apparenter à une frontière ou à une limite. On sait, on a une préconnaissance comme ça, une perception de l'illimité. C'est la poésie, évidemment, c'est l'inspiration. Ça peut être dans un cadre un peu plus ombre, on va dire parfois l'art de l'illusion. Hein. Il y a des illusionnistes avec Pallas en Poisson, mais c'est souvent pour un but d'amour inconditionnel, d'oblativité, de sacrifice de soi. C'est rarement
voire jamais, un but qui sert à faire enfler l'ego en fait. On joue avec la lumière et les ombres, on est capable d'aller visiter les deux plans, et finalement, d'ailleurs, on le retrouve notamment dans l'ouvrage de Demetra George et Douglas Bloch, mais on le retrouve aussi dans d'autres écrits. Pallas, c'est le guerrier qui n'utilise plus la violence. C'est celui qui a trouvé la forme ultime, Pallas en poisson, hein, c'est celui qui a trouvé la force ultime de combat, celle qui utilise les énergies, comme je vous le disais, de la lumière et de l'ombre. Il ne veut plus se battre au sens premier du terme, il sait utiliser les énergies de la nature au service de son combat, et il l'emporte. Finalement, plus on va opposer à Pallas en poisson la violence et l'attaque frontale, plus celui-ci va se gorger d'une puissance qui est la puissance universelle, au sens du grand tout. C'est la force du poisson qui passe au travers de la sagesse de Pallas. Le but de tout ça, c'est de faire triompher la vie, au sens de l'énergie éternelle du cosmos, et de permettre tout simplement la compassion plutôt que la guerre entre les êtres. Voilà pour cette introduction à Pallas, et je vous attends sur le live qui aura lieu donc la semaine prochaine, de façon à parler de vos thèmes, et nous parlerons cette fois-ci aussi de Pallas en maison. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Haut Décime.